Mpata pele mbeta yikiri kumweshi Nketelo nene na mbeni mweshi wenapo Katubandi mori ya beto teji fila basasu munza Beto butu fatigiri ni mfumu ya mona joka bwana Ela kwa Ela kwa Yaya beto butu fatigiri ni mfumu ya mona joka tombe Wana makutuka we Kambo mwana tumakana ni mwana tia Bebeto kani tumakane kutia kuko Katubandi moria beto teji fila basasu munga Beto butu fatigiri ni mfumu ya mona toka bwana Yaya beto butu fatigiri ni mfumu ya mona toka bwana Beto butu fatigiri ni mfumu ya mona toka bwana Kumitinge wabatele kongo nyekari ya pepe Chabaka muntu mbechanyaki na muntu Gabuila mbalani gabachila kamwa Beto butu fatigiri ni mfumu ya mona toka bwana Yaya beto butu fatigiri ni mfumu ya mona toka bwana Kaninja chiumeno ni mfumu ya mona toka bwana Na kobra bopema ni mfumu ya mona toka bwana Azulu bana ni mfumu ya mona toka bwana Yiswe Toketi peto tejipila bantu munza Toketi peto tejipila bantu kukongo Toketi peto tejiturisa bantu kukongo Peto butu fatigiri tu fatigiri tu fatigiri Peto butu fatigiri ni mfumu ya mona toka bwana Yaya beto butu fatigiri ni mfumu ya mona toka somba Beto butu fatigiri ni chiri cha mona toka tomba ta mona Nani yule Isua chelo rage wati Katubani moria beto teji pile bakaka munza Beto butu fatigiri ni chiri cha mona toka tomba ya mona Chiri cha mona Kumbupe ya mona Kongo moribari ya mona Moribari ya mona Peuple congolais, ici c'est T-Congo, le Congo de T-travailleurs, le Congo de T-technocrates, le Congo de T-tranquillité. Chers compatriotes, voici la deuxième vidéo. Finalement, nous avons décidé de faire 3 vidéos. Nous vous avons déjà présenté la première. Celle-ci est la deuxième. Et après, on va vous présenter une 3e vidéo. Dans ces 3 vidéos, nous vous parlons du nouveau Congo. Le Congo que nous voulons bâtir. Le Congo après Sassou. Il n'est donc pas question dans ces 3 vidéos de vous détailler les études réalisées pour le nouveau Congo. Les études sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan scolaire, sur le plan sanitaire, judiciaire, exécutif, législatif et même organisationnel. Bref, simplement, pour vous dire qu'un autre Congo est possible, qu'un autre mode de gouvernance est aussi possible, et que le refrain du tribalisme qui nous a été toujours chanté par le régime en place, par le parti en place, par l'homme politique en place, est désormais connu des Congolais. Les Congolais connaissent tellement ce refrain du tribalisme qu'ils savent maintenant quelles sont les motivations de ce refrain. Peuple congolais,
Ici, dans cette vidéo, nous allons vous détailler juste une petite partie sur la répartition. Pour vous démontrer que rien ne sert de vouloir mettre dans une seule bouteille toutes les eaux de la mer. Dès lors que d'ailleurs on peut compter plusieurs mers. Imaginez, on s'engage à mettre toutes les eaux de la mer alors qu'il y en a plusieurs. Je peux d'ailleurs le citer à titre de rappel. Vous savez, il y a la mer Rouge qui se situe entre l'Égypte, le Soudan, l'Érythrée, Djibouti, Arabie Saoudite, le Yémen. Et ça, on est dans l'océan Indien. Mais il y a aussi la mer Morte qu'on trouve entre l'Israël, la Cisjordanie et la Jordanie. Il y a aussi la mer Noire qu'on trouve entre la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine, la Russie, la Géorgie, la Turquie. Et ça, c'est dans la mer Méditerranée. Mais il y a aussi la mer Jaune qu'on trouve entre la Chine, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ça, c'est dans l'océan Pacifique. Mais il y a aussi la mer Blanche qui est en Russie, dans l'océan Arctique, au sud de la mer de Béron. Enfin bref, il y a plusieurs mers, vous le savez. Mais si on ne prend que ces 5 mers qu'on venait de citer, alors imaginez si vous voulez les mettre dans une seule même bouteille. Alors avec une telle diversité, à quoi s'entendre? Avec une telle hétérogénéité, qu'est-ce que cela peut donner? Et encore, vous voulez mettre dans une seule même bouteille. Peuple congolais, cette métaphore vous montre comment on avait structuré le Congo par les colons français, en détruisant ce qui avait été construit de très beau dans nos royaumes. Une organisation très fascinante qui avait pourtant inspiré les explorateurs. Peuple congolais. Le Congo est un et indivisible. Avec une population de 5 millions, les Congolais peuvent vivre mieux. Il suffit simplement d'évincer Sassou. C'est d'ailleurs la mission que nous nous sommes donnée. Car lui, M. Sassou, son clan, sa famille et son parti, le PCT, c'est ça les mots qui minent notre pays. C'est eux qui détruisent notre pays. Peuple congolais. Au Congo, nous avons tout essayé. On a essayé le monoparti. On a essayé le multiparti. Au Congo, nous avons connu beaucoup de constitutions. Vous le savez. On peut le rappeler d'ailleurs. Savez-vous qu'on avait déjà eu les lois constitutionnelles du Congo de 1959 qui avaient été adoptées par un référendum le 20 février 1959. Nous avons aussi connu la Constitution de la République du Congo de 1961, adoptée le 2 mars 1961. Nous avons aussi connu la Constitution de la République du Congo de 1963, adoptée le 8 décembre 1963. Nous avons aussi connu la Constitution de la République populaire du Congo de 1973, adoptée par un référendum le 24 juin 1973. Nous avons aussi connu la Constitution de la République populaire du Congo de 1979, adoptée par un référendum du 8 juillet 1979. Nous avons aussi connu la Constitution de la République du Congo de 1992, adoptée par un référendum du 15 mars 1992. Nous avons aussi connu la Constitution de la République du Congo de 2002, qui est rentrée en vigueur en 2002 et jusqu'en 2015. Et enfin, tout récemment, nous avons connu la Constitution de la République du Congo de 2015,
adopté par référendum du 25 octobre 2015, mais qui est rentré en vigueur le 6 novembre 2015. Tant bien même que cette constitution a été repoussée, refusée par le peuple congolais. Au Congo, nous avons aussi connu des conflits et des génocides. Avec tout ce que nous avons connu, le Congo peine de s'en sortir. Mais dans le respect de nos valeurs, les Congolais peuvent vivre autrement, en adoptant un autre mode de gouvernance, avec de nouveaux concepts. C'est peut-être pas de nouveaux concepts, on le sait, mais nous pensons qu'il est temps de redéfinir, sinon de revoir la façon dont on conçoit ces concepts. Nous voulons par là parler de la décentralisation, le transfert de pouvoir et la répartition. Peuple congolais. La notion de la répartition n'est pas familière dans la sphère congolaise, mais elle est présente dans le mode de gouvernance de manière escamotée. La conférence de Brazzaville, tenue du 30 janvier au 8 février 1944 par le Comité français de la libération nationale, un cycle qu'on appelait le CFLN, avait déterminé le rôle et l'avenir de l'empire colonial français. À l'issue de cette conférence, l'abolition du code de l'indigénat était déjà décidée. Cette conférence permettait ensuite la gestion par étapes de la décentralisation politique. Elle permettait enfin la création d'une assemblée fédérale dans le souci de respecter la vie locale de chacun des territoires constituant la Fédération française. En résumé, la conférence de Brazzaville, dont les dispositions avaient largement influencé la mouture de la Constitution française de 1946, avait favorisé la création des partis politiques au Moyen-Congo. Une étape importante avait donc été franchie dans le processus d'émancipation politique des colonies avec l'adoption de la loi cadre, ou la loi Defferre numéro 56-619 du 23 juin 1956, qui entrera en application en mars 1957. Depuis l'avènement des premières organisations politiques, la composition de celles-ci avait toujours posé de réels problèmes. En effet, l'émancipation politique des territoires colonisés avait suscité la création de partis politiques dans presque tous les pays faisant partie du Moyen-Congo. Créées à l'origine avec des objectifs bien précis, ces formations se sont très tôt identifiées à la personnalité de leur leader pour s'assurer une assise politique. Les petites formations sont directement liées à une communauté homogène sur le plan culturel. Les partis les plus importants ont une vocation nationale. Autrement dit, l'organisation sur des bases tribales, ethniques et régionales est caractéristique de petites formations politiques, alors que les grandes formations présentent une certaine hétérogénéité au sein même de leur base militante. Alors, depuis l'arrivée de la démocratie au Congo, tous les textes constitutifs que nous venons de vous donner dès le début, tous ces textes de cette nouvelle donne
ont réaffirmé la nécessité d'une reconnaissance officielle par l'État des particularités ethniques, tribales et régionales. À cet égard, la Constitution du 15 mars 1992, celle qui a été adoptée juste après la conférence nationale souveraine, soulignait dans son préambule la volonté du peuple congolais de préserver notre unité dans la diversité culturelle. Quand on lit dans les articles 7, 8 et 35, ces articles réaffirment la liberté des citoyens de transformer leur association dans le strict respect des lois en vigueur et enfin la liberté dont jouissent toutes les communautés composant la nation congolaise d'utiliser leur langue, leur propre culture, bref, de promouvoir leur identité sans toutefois porter préjudice à celle d'autrui. Si cette analyse peut paraître à un certain égard très proche de la réalité, il convient de souligner que cette hétérogénéité ne s'exprime que sur le terrain, qui permet de s'apercevoir que la base des considérations ethno-régionales est plus déterminante dans l'adhésion des militants. Peuple congolais. L'unité du Congo est facile et l'unité durable tant souhaitée est possible. Actuellement, l'unité est vilipendée par le politique. Nous dirons plutôt par l'homme politique, par son tribalisme politique. Ceci vient de confirmer les événements de 1959. En effet, pendant que la France, par le référendum, venait d'adopter le 28 septembre 1958 le texte qui régit la Ve République, référendum qui visait également à la création de la communauté française, en proclamant leur indépendance, l'abbé Fulbert Youlou, de commun accord avec Jacques Opango et Jean-Félix Tchikaya, décide d'organiser un référendum justement pour approuver le texte d'indépendance que venait de proposer la France. Un référendum dont les Congolais ont largement exprimé par le oui. Un oui qui avait atteint un pourcentage de 99,30%. Alors, par ce référendum, le Congo venait donc d'approuver, sinon agréer la sortie de l'enclave coloniale. Le Congolais venait de manifester donc l'exaltation de son indépendance. Et donc, pour entériner cette victoire saluée par les Congolais, le même jour, l'Assemblée territoriale se réunit dans la matinée en session ordinaire pour prouver l'acte donnant droit au Moyen Congo son autonomie. Et faire donc doter le pays des institutions fortes. Bien sûr, en préservant l'unité nationale. Alors qu'il était prévu dans l'après-midi de signer donc l'acte de référendum de l'indépendance, Jacques Opango, pour
pourtant premier vice-président, qui savait que sa signature était très importante, s'est sciemment absenté. Après plusieurs disputes très musclées avec les sympathisants de Jacques Opango, ces derniers quittent la salle en signe de protestation, faisant donc de cet acte un mort-né. La conséquence de cette attitude néfaste de comportement de Jacques Opango avait généré en février 1959 ce que vous connaissez, la guerre tribale. Donc, 5 mois après donc, le référendum, le peuple congolais rentre en conflit. Et ce conflit malheureux avait fait un bilan de 150 morts. Ça, c'est une des conséquences de l'attitude de l'homme politique. En 1992, André Milongo est élu Premier ministre à la Conférence nationale souveraine. Il est donc mandaté par cette institution qui, lui, André Milongo, était sous le contrôle du Conseil supérieur de la République, de transmettre au gouvernement qui sera élu des recommandations de la Conférence nationale souveraine pour pouvoir mettre en exécution. Malheureusement, le gouvernement qui avait été élu, celui de Pascal Lissouba, n'avait jamais mis en exécution les recommandations qui lui avaient été transmises par André Milongo. Le gouvernement qui avait été élu de Pascal Lissouba avait simplement et carrément mis de côté tout le travail qui avait été réalisé pendant la conférence nationale. Alors, donc, cette inaction de ce gouvernement a plongé une fois de plus le pays dans une guerre tribale. C'est la guerre de 93-94 et aussi la guerre de 1997. Donc, pour ne parler que de la guerre tribale entre qui s'est passé en 93-94, on pouvait dénombrer plus de 1200 morts et plus de 10 000 déplacés. Tout ceci pour vous dire, peuple congolais, que tous ces cas, si ça s'est réalisé, ou si ça s'est produit dans le pays, c'est compte tenu de l'inapplication intentionnelle des textes juridiques par les hommes politiques. La conséquence de ces maladresses a entraîné le pays dans une hécatombe de la population. Et vous le savez. Alors, peuple congolais, nous avons constaté que tous les textes constitutifs de la nouvelle donne politique ont abordé la question de promouvoir l'identité ethnique, tribale et régionale dans le même sens. L'encouragement longtemps piétiné par le politique avec leur botte de tribalisme politique
dérobé par les politiques dans le respect des textes juridiques. Il est grand temps pour les ethnies, les tribus et les régions de se constituer de plus en plus en associations appelées généralement les assemblées tribales. C'est quoi l'assemblée tribale? Peuple congolais. Nous entendons par l'assemblée tribale assemblée tribale, qu'on peut aussi appeler ethnique ou régionale, c'est une association par laquelle les ressortissants d'une ethnie ou d'une région se manifestent leur volonté de s'organiser et d'œuvrer pour la sauvegarde de l'équilibre de la communauté, de se constituer en une organisation économique, sociale, en vue d'insuffler une dynamique de changement dans la solidarité au sein de leur ethnie ou région. C'est dans ce sens qu'est apparu déjà au Congo le phénomène de ce qu'on appelle des conférences des régions. C'est quoi la conférence des régions? Une conférence des régions. Une conférence des régions est une session au cours de laquelle tous les ressortissants d'une région nommée bien sûr, se regroupent pour définir les grands axes du développement de la région. C'est le cas de la conférence régionale du Poul qui s'est déjà tenue. C'est aussi le cas de la conférence régionale du Kouilou qui s'est déjà tenue. Et de la conférence régionale du Niari qui s'est également tenue. Bref. C'est donc dans ce nouveau type de souffle voulu et expérimenté par des régions pour leur développement qui malheureusement n'a jamais été pris en compte ou au sérieux par le politique, sous prétexte que ces souffles prônent le tribalisme, le régionalisme, que ce souffle fragilise l'unité nationale. Alors c'est dans ce sens que nous voulons propulser ce souffle-là pour la nation congolaise. À côté donc du rôle éminemment éducatif et pédagogique qu'elles se sont fixées, ces assemblées tribales avaient d'autres vocations. Elles se présentaient comme des relais d'une administration étatique décadente. Ces assemblées traduisaient des attentes que l'administration publique ni les collectivités territoriales n'étaient en mesure de satisfaire. Dans les sociétés à forte connotation ethnique, le processus électoral suscite toujours de nombreux problèmes dont il revient parfois aux politiques de tenir compte. De plus en plus, les institutions représentatives que les élus sont censés incarner apparaissent monoethniques, selon qu'il existe des ethnies à forte capacité numérique dans ces sociétés. Toujours dans la quête de vouloir fragiliser l'unité, le politique, encore mieux l'homme politique, est venu orienter et consolider le débat dans un autre plan. Celui de la catégorisation des problèmes par le biais des expressions. Des néologismes dont justement le contenu est de nature à confirmer l'élan de la cohésion nationale à travers l'appartenance ethnique. En 1990, alors que les projecteurs de la vie
nationale était déjà orientée vers des débats à la conférence nationale souveraine, alors que tous les Congolais voyaient déjà l'unité nationale à la sortie de cette conférence nationale, voilà que d'autres thèmes naissent. On parle du Nibolek, des Tchèques, de Oyokrat, des termes qui sont venus s'adresser en véritable revendication pour marquer leur appartenance ethnique ou régionale. Mais des termes exploités en mauvais escient pour justement fragiliser le tissu social, au point de susciter la haine entre les ethnies, entre les régions. Peuple congolais. D'autres néologismes sont apparus en tenant toujours compte des mêmes réalités, c'est-à-dire celle d'appartenir à l'ethnie. C'est pour cela qu'on parle des poulocrates, des oyocrates, des sangacrates, etc. Peuple congolais. Au lieu de nous empoudrer sur des termes que nous venons de citer, le peuple congolais, ils ont déjà leur ethnie. Le peuple congolais doit être fier d'être identifié de son ethnie. Parce que être identifié de son ethnie est un sentiment de fierté. En Afrique, on parle de Wolof, une ethnie au Sénégal. On parle des Bamileke, des Bamoun et des Douala. Ce sont des ethnies qu'on trouve au Cameroun. On parle de Malinké, une ethnie en Côte d'Ivoire. Des Yoruba, une ethnie au Nigeria. Des Poulahs, une ethnie en Guinée. Des Peuls, une ethnie en Mauritanie. Des Berbères, une ethnie en Afrique du Nord. Les Bambara, une ethnie au Mali. Des Dongons, une ethnie au Niger. Des Azandés, une ethnie au Tchad. Des Maasai, une ethnie au Kenya. Des Mursi, une ethnie en Éthiopie. Des Zimba, une ethnie en Namibie. Les Bushman, une ethnie en Afrique du Sud. Les Fang, une ethnie ici juste à côté au Gabon. Les Ovimbundu, une ethnie en Angola. Les Luba, une ethnie au Congo démocratique. Bref, Congolais, soyez fiers de vous faire identifier par votre ethnie et de parler sans gêne votre langue vernaculaire de votre ethnie. Ne restez pas enfermés dans des termes qui ont des connotations tribales. Le Nibolek, les Oyokrates, les Poulocrates. Non, peuple congolais. Nous devons nous identifier par nos ethnies. C'est une fierté. Si le Congo compte près de 76 ethnies, l'Afrique en compte plus de 1000 ethnies. Alors vous voyez quelle richesse que le continent a. Donc les 76 ethnies fait la fierté de notre pays, le Congo. Une question se pose très souvent.
pourquoi l'unité souhaitée ou rêvée n'est jamais conquise au Congo? Peuple congolais. Pour répondre à cette question, c'est-à-dire pourquoi l'unité souhaitée ou rêvée par les Congolais bien sûr, cette unité n'est jamais conquise. Pourquoi? Nous dirons qu'à la sortie de la crise politique de 1959, qui avait fait plus d'une centaine de victimes, la question ethnique se posait au sein de la nouvelle classe politique. Alors, pour faire face à cette réalité qui avait compromis l'enthousiasme collectif né de l'indépendance, les pouvoirs publics s'étaient attelés à constitutionnaliser la lutte contre ce fléau. L'expérience de la gestion des différentes crises a entraîné la nécessité de faciliter la gestion du pouvoir par la mise en place d'une direction collégiale, c'est-à-dire l'institution des gouvernements d'unité nationale, dont l'efficacité dans la résolution des crises s'est avérée plus déterminante. Excepté les deux textes constitutionnels de 1959 adoptés sur le régime de l'autonomie interne, toutes les constitutions congolaises qu'on a citées se sont toujours référées, aussi bien dans leur esprit que dans leurs lettres, à la problématique ethnique qui minait la société congolaise. Ainsi, les deux systèmes politiques que le Congo a connus, c'est-à-dire le multipartisme et le monopartisme, les deux systèmes donc, qui ont marqué la vie politique ces 30 dernières années, ont accordé une place de choix aux mots tribu, ethnie, tribalisme et même ethnocentrisme. Dans leur dispositif, ces mots que nous venons de citer, c'est-à-dire tribu, ethnie, tribalisme, ethnocentrisme, c'est des mots qui sont désormais inscrits dans nos constitutions. Sauf que malheureusement, on constate ces mots n'ont jamais garanti l'unité nationale. Voilà pourquoi l'étude minutieuse des textes qui nous régissent, d'une part, de notre société d'autre part, nous nous sommes inscrits pour dire, pour avoir l'unité tant recherchée au Congo, il faut considérer l'ethnie, la tribu et la région. Et donc c'est ce que nous avons démontré dans la première vidéo. Nous avons entendu ce que l'homme politique, avec son discours tribal, continue à nous dire ou veulent nous faire croire ou comprendre qu'au Congo, il y a un manque d'unité. Peuple congolais, nous l'avons démontré dans la première vidéo, que les mots tribu, ethnie, tribalisme, ethnocentrique sont déjà inscrits dans nos différentes constitutions que nous avons connues. Et nous savons que ce n'est pas la tribu ni l'ethnie qui menace notre unité nationale. C'est la politique tribale orchestrée par l'homme politique qui menace notre unité nationale. Donc voilà pourquoi dans la première vidéo nous avons démontré que ni l'ethnie, ni la tribu, ni la région
ne menaçait pas notre unité nationale. De notre part, nous considérons que les concepts ethnie-tribu constituent le socle de notre société. Et ça, nous nous sommes inspirés de l'analyse que nous avons déjà faite dans le royaume Congo, Téké et Luango. Nous l'avons démontré également. Nous avons également dit, si ces concepts ne sont pas pris en compte par le pouvoir public, alors il convient de signaler l'importance des assemblées tribales qu'ils génèrent pour la prise de conscience des citoyens de leur identité, qu'ils essaient d'exprimer à travers des débats internes et de la liberté d'expression dont ils jouissent au sein de leur groupement. Liberté dont ils n'ont peut-être pas l'occasion de disposer sur l'échelon national. Et c'est ça que nous venons de dire. Tellement que les Congolais tiennent à leur liberté, à leur ethnie, à leur tribu, dès lors qu'ils sont étouffés, dès lors qu'ils n'ont pas la liberté d'expression, ils s'expriment dans ce que nous avons appelé les assemblées tribales. Historiquement, les conflits dégénèrent quand une ethnie veut conquérir une autre ethnie, ou quand une ethnie dépasse les limites et enfreint aux valeurs d'une autre ethnie. C'est en ce moment-là que les conflits peuvent naître. Actuellement, si les conflits ethniques existent, ce n'est pas parce que les ethnies sont rentrées en conflit. Ce n'est pas parce qu'il y a des ethnies qui sont venues conquérir d'autres ethnies, ou ce n'est pas parce que les autres ethnies ont dépassé leurs limites pour aller conquérir d'autres ethnies. Non, c'est simplement parce que l'ethnie au pouvoir impose sa dictature pour asseoir et maintenir son pouvoir. Ce sont deux choses différentes. Et si c'est l'ethnie qui vient avec la résolution de venir dominer les autres ethnies, c'est ce que dans le tribalisme politique que nous appelons, que l'homme politique a exploité pour dire qu'il faut diviser pour mieux régner. Voilà le peuple congolais. Les conflits que les gens pensent que les gens du Nord ne s'aiment pas avec les gens du Sud, ou que les gens de telle région ne s'aiment pas avec ceux d'une autre région. Non, c'est l'homme politique qui vient souffler cet esprit à la base. Souvenez-vous de ce que M. Sassou a dit aux gens du Nord. Que si moi je ne suis pas au pouvoir, si moi je quitte le pouvoir à 10 heures, les gens du Sud viendront vous chasser à 10h05. Voilà ce discours-là, ce discours teinté de tribalisme. C'est ça qui apporte des conflits. Mais ce n'est pas l'homme du Nord en tant que tel, en tant qu'ethnie, qui a des conflits avec celui ou de ceux du Pôle. Non, c'est l'homme politique qui est venu injecter, qui est venu mettre ce venin de tribalisme. Et il a tissé la haine aux gens d'ethnie du Nord pour qu'ils puissent haïr le frère congolais d'ethnie qui vit dans le Sud. Pourquoi? Ben c'est parce que Sassou, en le faisant, veut diviser pour mieux régner. Mais alors qu'à la base, l'unité n'est pas mise en cause. Le Congo compte près de 5 millions d'habitants et près de 76 ethnies, repartis essentiellement dans 5 grands groupes d'ethnies, à savoir, nous les avons déjà étudiés, le groupe d'ethnie Congo, le groupe d'ethnie Téké,
le groupe d'ethnie Mboshi, le groupe d'ethnie Sanga et le groupe d'ethnie Maka. Peuple congolais, l'étude de ce royaume, Congo, Teke, Luango, que nous avons étudié, cette étude a démontré que la dynamique économique, financière, politique et organisationnelle de ces royaumes, qui d'ailleurs avait impressionné le colonisateur français quand il est arrivé, il s'est rendu compte que ces royaumes étaient vraiment très organisés. Très organisés, comme je venais de le dire, sur le plan économique, financier, politique. Ils avaient leur monnaie. Ils avaient le gouvernement, ils avaient le premier ministre, ils avaient le ministre des Affaires étrangères. Tout était organisé. Au point où même nous avons dit que leur monnaie n'a jamais connu la dévaluation au peuple congolais. Que leur monnaie ne dépendait pas de la France. C'est eux-mêmes. C'est au niveau du roi. Leur monnaie, c'était des coquilles. Et ces coquilles, c'était les femmes qui partaient les exploiter, qui partaient les prendre dans un grand fleuve qui se trouve en Angola. Ils étaient tamisés au point de repartir. Qu'est-ce qui faisait 1 franc, qu'est-ce qui faisait 2 francs, qu'est-ce qui faisait 3 francs, qu'est-ce qui faisait 5 francs, en fonction de la taille de cette coquille. Et donc cette monnaie était gardée chez le roi. Peuple congolais. Ils étaient très organisés. Sur le plan économique, s'il faut revenir ici, ils faisaient de l'agriculture, de la pêche. Ils exploitaient déjà des mines. Et il y avait des échanges entre les royaumes. Et ça, d'ailleurs, nous allons les développer plus loin. Sur le plan financier, je venais de dire, ils avaient la monnaie. Sur le plan politique, il y avait le roi qui était là, ils avaient ses conseillers. Et même l'accession au trône était réglementée. Ce qui fait qu'au point, ils n'avaient pas de conflit de succession. Bien que le pouvoir s'exerçait de façon horizontale, mais ce pouvoir répondait également sur l'axe vertical. Nous allons le démontrer plus loin. Donc vous voyez comment dans ces royaumes tout était structuré. S'il faut prendre l'exemple, par exemple, s'il faut prendre l'exemple du royaume Congo. La capitale était Congo-Rianza, ou bien Congo-Diantote, ou bien encore Mbanza-Congo. Mais ce royaume était subdivisé en secteurs. Et chaque secteur était subdivisé en 7 Kinkosi. Et chaque Kinkosi était subdivisé en plusieurs Kimbuku. Et chaque Kimbuku était divisé en plusieurs Kikai. Et enfin, chaque Kikai était divisé en plusieurs Kifuku. Voilà comment était subdivisé le royaume. Donc tout était subdivisé et tout était sous contrôle. C'est bien qu'à chaque niveau de la subdivision, les Kinkosi, les Kimbutu, les Kikai et les Kifuku disposaient à leur tour un gouvernement. Ce qui revient à dire que tous ces gouvernements étaient à leur tour contrôlés, sinon j'allais dire étaient gouvernés par un gouvernement central, c'est-à-dire le gouvernement qui était en Mbanza Congo. Donc le gouvernement
qui venait tout droit du roi. Voilà un peuple congolais. Alors, bien que chapeauté par le roi, chaque subdivision était autonome. Il pouvait régler les conflits à l'interne. Il pouvait organiser des mariages. Il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire. Il payait les impôts en Banza Congo. Contribuait à aux ressources du roi et au développement de chaque subdivision. En quelque sorte, c'était un pouvoir fédéral. Alors, bien que autonome ici on mettra entre parenthèses parce qu'en fait, autonome oui, mais il rendait compte au roi, donc il dépendait du roi. Mais ce que nous voulons dire ici par autonome, c'est-à-dire que il s'organisait et il n'y avait pas de conflit. Les subdivisions entretenaient des relations entre elles. C'est-à-dire que les gens de Kinkosi, qui faisaient partie de Kinkosi, à l'intérieur de Kinkosi, ils avaient des relations entre elles. Nous allons les développer plus loin. Des relations de nature économique, financière, juridique, sociale, sanitaire, scolaire. Tout ce qu'une organisation peut avoir, ils en avaient. Alors donc, dans ce système de répartition qu'avait instauré le roi pour son royaume, on avait constaté que les Kinkosi, les Kimputu, le Kikai et les Kifuku bénéficiaient quand même une portion de transfert de pouvoir que le roi leur avait légué. C'est-à-dire du moment où ils pouvaient régler les conflits sans que ça n'arrive chez le roi, c'est ce pouvoir-là qui leur avait été donné. Peuple congolais. Ce système fédéral, dans ce système-là, il n'y avait pas de rivalité entre les ethnies. Non. Il n'y avait pas de conflit. Non. C'est-à-dire, nous voulons dire par là que il n'y avait pas de conflit entre le Congolien Mbangala et le Congolien Moulouza et le Congolien Mbanza ou alors le Mbanza congolien. Ils n'avaient pas de conflit. Donc, en ramenant l'organisation historique du royaume Congo que nous avons vu, comment ils étaient organisés, on peut le ramener à l'échelle nationale maintenant. Bien que cette organisation fût historique dans le temps, mais nous pouvons le ramener avec le temps, on peut le ramener au Congo maintenant. Parce que cette organisation a fait déjà des preuves. Le colonisateur, quand il est venu, il s'est inspiré de cette organisation, peuple congolais. C'est ça qu'ils sont allés mettre dans leur pays. C'est venu d'Afrique, l'organisation, de repartir le pays en régions, en districts, en PCA ou bien poste de contrôle administration. Dites ça comme vous voulez. Mais cette répartition, nos anciens, dans les royaumes, ils avaient déjà instauré ça. Alors, nous avons dit, si nous le ramenons à l'échelle nationale aujourd'hui, maintenant, nous pouvons donc établir des relations. Mais pour mieux matérialiser ce que nous sommes en train de dire, nous avons conçu ce qu'on appelle
une carte conceptuelle dans laquelle nous avons défini les différentes relations qui peuvent exister ou bien qui ont existé dans ce royaume. Nous avons pris, nous retenons d'abord nos 5 grands groupes d'ethnies que nous appelons l'ethnie Congo, l'ethnie Teke, l'ethnie Mboshi, l'ethnie Sanga, l'ethnie Maka. Ça, ce sont les 5 grands groupes qu'on a eus au Congo. Et nous savons que dans chaque groupe d'ethnie, il y a ce que nous avons défini dans cette carte des capitales. Il y a une capitale où se trouve le roi. Et autour de lui, il avait ses conseillers. Ça se passe ainsi dans le royaume Congo, Teke, Mboshi, dans le groupe ethnie Congo, Teke, Mboshi, Sanga et Maka. C'est comme ça que nous les avons définis. Et si donc nous désignons par la lettre K le groupe ethnie Congo, le groupe T, groupe d'ethnie Teke, le groupe B, le groupe d'ethnie Mboshi, la lettre C, S, plutôt le groupe d'ethnie Sanga, et la lettre M par le groupe d'ethnie Maka. Si on les définit de cette manière, et que si nous considérons que chaque groupe d'ethnie est composé au minimum de 4 ethnies, alors, chaque groupe ayant aussi un chef-lieu, nous pouvons dégager ou bien montrer la mosaïque d'ethnie congolaise dans la carte conceptuelle. C'est celle que nous vous présentons maintenant. Peuple congolais, regardez bien comment ce royaume, les royaumes étaient structurés. Sinon, ne serait-ce que les groupes d'ethnie, comment ils étaient structurés. Prenons le cas du groupe ethnie Congo. Si on désigne par K1 le chef-lieu, c'est-à-dire là où habite le roi, avec tout son système de commandement, avec tout son staff avec lui, c'est là où il vit. C'est le K1. Si nous désignons par K2 le groupe d'ethnie Bembe, et par K3 l'ethnie Dondo, K4 Vili, K5 Lari. On ne se limite qu'à 4. Vous saviez qu'il n'y en a plus de 4 dans l'ethnie Congo. Mais dans le cas présent, on ne prend que ce genre d'ethnie-là, 4. Quand on passe dans le groupe ethnie Teke, le T1 étant le chef-lieu où habite le roi, Makoko, ça on le connaît. On appelle T2 l'ethnie Ganguru, T3 l'ethnie Kukuya, T4 l'ethnie Mbon et T5 les Boma. Si on prend le groupe d'ethnie Mboshi, avec B1 étant le chef-lieu où réside le chef de ce groupe, le B2 comme ethnie Mboshi, B3 les Kouyou, B4 les Bakwele et B5 les Makwa. Dans le groupe d'ethnie Sanga, S1 étant le chef-lieu où vit le roi, qui contrôle donc ce groupe, si on désigne par S2 l'ethnie Bongili, S3 Bomitaba, S4 Banjo et S5 Monjombo, et enfin dans le groupe Maka, si on désigne par
M1, le chef-lieu où vit le chef de ce grand groupe, M2 étant l'ethnie Banjo, M3 le Njombo, M4 les Banza et M5 les Ngaka. Ces identités qui constituent ces sous-groupes, mieux encore appelés des ethnies, vivent déjà en unité et sont solidaires entre elles, contribuent au développement de leur communauté et de leur région. Peuple congolais, nous vous avons présenté cette carte conceptuelle que vous êtes en train de voir. En faisant l'analyse de cette structure organisationnelle qui est en face de vous, il se dégage deux types de relations dans ces royaumes. Il y a des relations intergroupes, c'est-à-dire intergroupes, c'est ça que nous appelons interethnie. Au sein d'un même groupe interethnique, il suffit de regarder ces cartes, vous allez voir les flèches qui se communiquent entre elles. Mais il y a aussi des relations extra-groupes que nous avons appelées intergroupes. Ce sont les grandes flèches blanches que vous voyez là. Nous allons examiner toutes ces relations. D'abord, des relations interethniques, c'est-à-dire au sein d'un même groupe. Quand on prend le groupe ethnique Congo, c'est le groupe qui est en vert. Vous voyez que le groupe ethnique Congo est composé, ici, il y a le K2, le K3, le K4 et le K5, si vous regardez bien la carte. Et nous avons dit que le K1, c'était donc le chef-lieu, c'est ça qui est au milieu, le noyau, on l'a mis un peu enfoncé. Et le K2 que vous voyez là, c'est ça qu'on appelait les Bembe. Le K3, c'est ça que nous avons désigné par Dondo. Le K4 par Vili et le K5 par Lari. Donc, le groupe ethnique Congo, pour ne pas répéter, est composé donc de Bembe, Dondo, Vili et Lari. Qui vivent dans une même circonscription. Et ils ont un chef-lieu ici, qu'on appelait le K1, qui est en vert foncé. Et elles ont toutes des relations interethniques. Ainsi, vous allez constater que les Bembe, c'est-à-dire le K2, est en relation avec les Dondo, qui est le K3. Le K3, à son tour, est en relation avec les K4. Et le K4 est en relation avec les K5. Le K2 est en relation avec le K1. Le K3 est en relation avec le K1. Le K4 est en relation avec le K1. Et le K5 est en relation avec le K5. Le K5 est en relation avec le K1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Bembe sont en relation avec les Dondo, les Vili, les Lari. Et les Dondo sont en relation avec les Vili et les Lari. Et les Vili sont en relation avec les Lari, vice-versa. Voilà les relations interethniques dans le groupe ethnique Congo. Mais il en est de même dans le groupe ethnique Teke, ce que nous avons mis en rouge. Vous savez que les Teke, leur couleur, c'est le rouge. Ce n'est pas par hasard qu'on a mis en rouge. Ici également, il est composé donc des ethnies que nous avons choisies comme ça, parmi des dizaines d'ethnies qu'il y a là-bas, mais nous avons retenu les Gangoulous, les Koulous, les Mbon et les Boma. Alors, toutes ces ethnies-là vivent dans une circonscription, dans le chef-lieu. C'est ça qu'on a mis au milieu, un peu en rouge, un peu foncé, qu'on a appelé le T1. Et donc, toutes ces ethnies, ils ont des interrelations ethniques. Ainsi, voilà pourquoi vous voyez le T2 est en relation avec le T3, le T3 avec la relation avec le T4, le T4 en relation avec le T5, le T5 avec le T1 et le T2 en relation avec le T1, le T3 en relation avec le
T1, le T4 en relation avec le T1, le T5 en relation avec le T1. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que les Gangoulous ont des relations avec le Kukuya, avec les Mbo et les Boma. Et les Kukuya ont des relations avec le Mbo et les Boma. Et enfin, les Mbo ont des relations avec le Boma et vice-versa. Et si on regarde les bleus, vous savez, les Mboshi, groupe Mboshi, on a mis bleu parce qu'ils estiment que, nous avons estimé que le bleu c'est la couleur de l'eau. Là-bas c'est beaucoup plus des rivières. Ils sont beaucoup plus dans la partie où il y a beaucoup d'eau. Peuple congolais. Ici aussi, on a choisi quelques ethnies qui constituent donc le groupe ethnie Mboshi. On a retenu les Mboshi, les Kouyou, les Bakwele, les Makwa, pour dire qu'ils vivent dans une circonscription dont le chef-lieu est B1, comme vous le voyez dans la carte. Et ils ont des interrelations ethniques. Voilà pourquoi vous voyez le B2 est en relation avec B3, B3, avec B4, B4, avec B5, B5, avec B2 et B2 avec B1, B3 avec B1, B4 avec B1, B5 avec 1, ainsi de suite, et vice-versa. C'est-à-dire que les Mboshi ont des relations avec les Kouyou, avec les Bakwele, avec les Makwa, et les Kouyou ont des relations avec les Bakwele, les Makwa, et enfin les Bakwele ont des relations avec Makwa, et vice-versa. Quand on regarde le groupe ethnie Sanga, nous l'avons mis en orange, sans commentaire de couleur. Ici aussi, on peut dire que le groupe ethnie Sanga est composé de Bangili, de Bamitaba, de Banjo, de Munjombo. Une fois de plus, c'est juste un échantillon qu'on a pris pour se limiter qu'à 4, parce que c'est le minimum qu'un groupe ethnique, avec les études qu'on venait de faire, qu'on a vues. Donc eux aussi, ils vivent dans une circonscription dont le chef-lieu est S1. Comme les autres groupes précédents, vous voyez des interrelations qu'il y a entre ces groupes. Le S2 est en relation avec S3, S3 en relation avec S4, et S4 est en relation avec S5, et S2 est en relation avec S1, S3 est en relation avec S1, S4 est en relation avec S1, et puis S5 est en relation avec S1, ainsi de suite. Et enfin, le dernier groupe dont on a parlé, c'est le groupe ethnie Maka, qu'on a mis un peu en violette. Ici, les ethnies qu'on a retenues, c'est Mbonjo, Njombo, Mbanza et puis Ngaka. Ici, là aussi, ces ethnies, ils vivent dans une circonscription dont le chef-lieu est bien sûr le M1. Et donc, il y a des interrelations d'ethnie. Donc, les Mbonjo ont des relations avec les Njombo et les Mbanza et les Ngaka. Et les Njombo ont des relations à leur tour avec les Mbanza et les Ngaka. Et enfin, les Mbanza ont des relations avec les Ngaka et vice-versa. C'est ça qui se traduit par M2 est en relation avec M3, M3 en relation avec M4, M4 en relation avec M5, M5 en relation avec M2, M2 en relation avec M3, M3 en relation avec M1, M4 en relation avec M1, M5 en relation avec ainsi de suite. Donc vous comprenez, dans ces groupes d'ethnies, les relations sont cycliques. Ça tourne entre elles parce que toutes les ethnies au sein d'un même groupe ont des relations. Des relations de mariage, des relations de religion. Parce qu'ils vivent ensemble. Mais en dehors de ces relations que nous venons de voir au sein d'un même groupe, il y a aussi des relations qu'on a appelées des relations intergroupes. Ce sont là les grandes flèches que vous êtes en train de voir là, ce sont des grandes flèches blanches. Donc on sort
de l'appartenance des groupes. Cette fois-ci, c'est des relations maintenant entre groupes. C'est-à-dire que le groupe d'ethnie Congo, en vert, il y a le groupe d'ethnie Congo, il y a le groupe d'ethnie Teke, il y a le groupe d'ethnie Mboshi, il y a le groupe d'ethnie Sanga, et il y a le groupe d'ethnie Maka. Tous ces groupes-là vivent dans une étendue bien déterminée. Et ces groupes, comme vous pouvez la voir, entretiennent des relations entre eux. Ainsi, voilà pourquoi, par exemple, vous voyez le groupe d'ethnie Congo a des relations avec le groupe d'ethnie Teke. En même temps, le groupe a aussi des relations, est en relation avec le groupe d'ethnie Moshi, a aussi des relations avec le groupe d'ethnie Sanga et Maka. Le groupe Teke, à son tour, a aussi des relations avec le groupe d'ethnie Mboshi, Sanga et Maka. Et le groupe d'ethnie Mboshi, à son tour, a aussi des relations avec le groupe d'ethnie Sanga et Maka. Et enfin, le groupe d'ethnie Sanga a des relations avec le groupe d'ethnie Maka. Et vice-versa. Peuple congolais. Il faut néanmoins mentionner dans ce genre de relation qu'on est en train de voir que les relations entre le groupe d'ethnie se faisaient plus avec le groupe limitrophe, vu les moyens de déplacement qu'ils avaient. Nous voulons dire par là, à vue d'œil, tel que nous voyons le schéma, ça paraît facile. C'est-à-dire que le groupe d'ethnie Congo est en relation avec la Sanga, le groupe d'ethnie Congo est en relation avec les Teke, le groupe d'ethnie est en relation avec Maka, ou le groupe d'ethnie Congo est en relation avec les Mbushi. Ça paraît simple. Mais sur le terrain, c'est encore plus complexe. Parce que ces groupes ne se partagent toujours pas les mêmes frontières, les mêmes limites. Deux fois, pour quitter le groupe d'ethnie Congo pour aller chez les groupes Sanga, il faut traverser par le groupe d'ethnie Moshi. Alors là, il se pose un problème. Donc voilà pourquoi nous disons que les relations se faisaient beaucoup plus avec les groupes frontaliers. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas rentrer avec les autres groupes, mais parce qu'avec les groupes frontaliers, ils avaient déjà des liens de foi de mariage qu'ils n'avaient pas avec les autres groupes qui sont beaucoup plus distanciés. Mais, sachant que le groupe Congo est en relation avec le groupe Teke et que le groupe Teke est en relation avec le groupe Mboshi, vous comprenez, par la relation de transition, ce qui veut dire que le groupe Congo était en relation avec le groupe Mboshi. Voilà un peu, peuple congolais, les relations dont nous avons voulu vous présenter. Surtout que ces groupes, vivant dans une même étendue, qui était donc le royaume, parce que au-dessus de tout cela, il y avait le royaume qui était là, il y avait le roi qui supervisait tous ces groupes d'ethnie, l'unité était vraiment préservée. Peuple congolais. Pour terminer donc cette partie, nous tenons à vous dire que l'organisation que nous avons vue, le royaume, était très, très impressionnante. Quand
le colon français est arrivé au royaume Congo, ou au royaume Luango, ou au royaume Teke. Il était impressionné de voir l'organisation qui était déjà là. Ici, nous avons voulu montrer qu'il y avait deux types de transmission de pouvoir. Il y avait la transmission horizontale à travers des relations interethniques. C'est ça que vous voyez autour dans un même groupe. Il y a des petites flèches qui sont là entre ces groupes. Mais il y a aussi des relations que nous avons parlé. Il y avait aussi la transmission verticale du pouvoir. Ce qui se caractérise ici par des grandes flèches blanches que vous êtes en train de voir. Nous avons dit que pour des relations interethnies dont nous avons parlé, j'insiste, je reviens là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous faire comprendre que les gens du Poul, pour être plus clair, les Lari ont des problèmes avec des Bembé, que les Bembé ont des problèmes avec des Vili, que les Dono ont des problèmes avec des Mboshi. Peuple congolais. Ça sont les manigances de l'homme politique. Il y a eu des relations interethniques. Alors c'est ça que nous avons dit ici, ce sont celles qui se trouvent dans le mode de transmission horizontale. Donc dans l'exemple que nous avons pris ici, chaque groupe d'ethnies comprend donc 5 ethnies. Nous pouvons les compter. Les relations là, qui sont là, dans ces groupes-là. Les relations qui peuvent exister au sein d'un même groupe. Vous pouvez les compter numériquement, vous pouvez déterminer combien de relations on peut y avoir dans un groupe de 5 ethnies, tel que le cas ici, là, dans l'exemple que nous avons pris. Ben, pour ceux qui aiment trop les chiffres et qui aiment faire les mathématiques, ben, il suffit de faire ce qu'on appelle en mathématiques les combinaisons avec répétition. Non, les combinaisons sans répétition. Parce que la relation entre Q1 et Q2, c'est la même que Q2 et Q1. Donc, faites les combinaisons sans répétition. Ça se fait comment? En mathématiques, ben, il suffit de prendre 2 parmi 5 en combinaison. Ça sera égal à 5 factoriel sur 2 factoriel, entre parenthèses, 5 moins 3 factoriel, qui est égal à 5 factoriel sur 2 factoriel, 3 factoriel, qui est égal à 10. Donc, vous voyez, au sein d'un même groupe, en prenant ne serait-ce que 5 ethnies, il y a 10 relations. Donc, 10 relations pour le groupe ethnie Congo, 10 relations pour le groupe ethnie Teke, 10 relations pour le groupe ethnie Sanga, 10 relations pour le groupe ethnie Maka, 10 relations pour le groupe ethnie Mboshi. Au sein d'un même groupe, il y a 10 relations possibles qu'on peut avoir. Et ça, quand on ne prend que 10 ethnies, mais quand on sait que dans un seul même groupe, il peut y avoir 10 ethnies, alors vous comprenez ce que ça veut dire. Mais dans le cas actuel, ici, là, nous avons pris rien que 5. Ça vous donne 10 relations au sein d'un même groupe. Peuple congolais. Donc vous voyez quelle est l'importance des relations. Ceci démontre que les ethnies ne vivent pas en autarcie. Elles se communiquent entre elles. Elles se fréquentent entre elles, se marient, etc. Ici, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de concurrence entre les ethnies. Au contraire, ils travaillent ensemble pour la survie de la communauté, la survie du groupe. Comme la base de la pyramide, ces groupes étant comme la base de la pyramide, les ethnies émettent des sujets brûlants au chef d'ethnie, qui à son tour le relaie au chef du sous-groupe, qui lui-même à son tour les transmet au roi. Donc vous voyez que
les ethnies veillent à l'unité du groupe, à l'unité du royaume. Chaque groupe d'ethnies, bien qu'organisé sur tous les plans, n'est pas une identité autonome. C'est ça qu'on venait de dire. Toutefois, le chef du groupe d'ethnie, qui dans cette structure représente le pouvoir central, reçoit également des directives qui viennent du roi. Ici, le roi, c'est lui qui est considéré comme le sommet de la pyramide. Donc lui, quand il reçoit les sommets qui viennent de la pyramide, ben, il les retransmet de manière verticale à la base. Voilà le peuple congolais. Donc, et réciproquement, comme nous l'avons dit, la base aussi retransmet au sommet par le truchement des chefs qui jouent le rôle d'intermédiaire. Et donc, c'est ça que nous avons appelé le pouvoir transversal. Donc, dans cette constitution-là, dans cette façon de voir, il y avait donc ce que nous venons de dire, des relations transversales au sein d'un même groupe, mais il y avait aussi des relations, il y avait des groupes, il y avait des relations horizontales au sein d'un groupe, et il y avait aussi des relations transversales entre groupes. Et c'est ça que nous appelons des relations intergroupes. Peuple congolais. Ici, les groupes d'ethnie, le grand groupe, je voulais parler, le groupe Congo, le groupe Teke, le groupe Mboshi, ne vivent pas non plus en rivalité. Au contraire, ils sont là pour garder l'unité du royaume. Et d'ailleurs, même s'il arrivait qu'il y a un groupe qui dégénère, ben, il est tout de suite réglé autour d'un chef qui est là. C'est ce que dans le royaume Congo, ils appellent le Mbongi. Ou alors le Nkanza dans le nord. Bref, c'est pour montrer que les conflits, oui, les conflits peuvent naître, mais sauf qu'ils sont tout de suite réglés. Pour ne pas perturber l'unité nationale. Mais si la gravité du conflit dépasse la compétence du chef d'ethnie, le conflit est envoyé chez le roi. Pas chez le roi lui-même, mais au conseiller du roi qui était là. Parce qu'il y avait un ministre de la justice qui était là, qui pouvait régler les problèmes des conflits. Au point où, s'ils n'étaient pas capables de prouver une relation, ben, ça pouvait amener à la peine de mort. Donc c'est pour dire, peuple congolais, que la situation, toute situation pouvait être réglée. Et vu connaissant les valeurs de ces personnes, il y avait le respect. Donc ce qui fait que très souvent, et c'était rare qu'on ait un conflit qui puisse arriver à la peine de mort. Des conflits internes, des petits conflits pouvaient vite être réglés. Voilà, peuple congolais, tout ceci pour vous démontrer, pour vous dire que l'unité était conservée. C'était très important pour l'intérêt du royaume. Donc, au vu de cette organisation que nous venons de vous démontrer, que nous venons de vous montrer pour voir comment le royaume était défini, était organisé, historiquement et traditionnellement, ce peuple, on peut dire, c'était un peuple très grand, parce qu'ils avaient des valeurs. Alors cette organisation-là que nous venons de voir
que vous êtes en train de regarder sur votre vidéo là, nous allons les transposer dans un monde moderne, celle de la nation qu'on appelle le Congo de maintenant, adapté, modernisé, en tenant compte de la mondialisation. Le Congo peut avoir un autre mode de gouvernement, une gouvernance moderne, de transmission à la congolaise. C'est ça qui va faire l'objet de notre vidéo. Peuple congolais, nous vous avons dit que tout est possible au Congo. Alors, nous allons faire ce qu'on appelle une transposition, c'est-à-dire que ce que nous avons vu, qui était à l'époque, est-ce qu'on peut maintenant les adapter maintenant? C'est ça qui fera l'objet de notre deuxième vidéo. Merci. Maman a dit le cœur de change et voir Malonga à Oxford. Marina Sobo, Cheron Mwanga, Mokema ya Pinoche Mwanga. Samu wapote kuputu déplacement na malari wana eresa. Yomi shiri karima kazu ndandu neteme. Ah, Marina Kouka, chacun de Paris. Satuna kala mugata samu mitatu kwa mitakase. Musamu kuro musamu mamba na la petu lobile. Papa Loro Bungala, Sandra de Bourges. Ah, Beto Congo Brazzaville, Michel Mbungu Kokina, Congo Brazzaville, voilà c'est ma Mbungu Kokina. Alain Propole Koki, Chine Beba, Bois-Fossin. Ah, Beto Congo Brazzaville, Maman Marlène Kokina, Congo Brazzaville, Colonel Sita Kokina. Babou Brunel, le quartier d'abord. Congo Brazzaville, Bayaka Meto Komina, Congo Brazzaville, Safuze to Kozina, Chicha Kabri, Chicha Kekwana, Mubuni Babugata, Mama Jeli Mwanantoba Murilemi, Abukutu Yese Kanila Zanyana Cordon Bleu, Chicha Sosele, Chicha Fridas, Congo Brazzaville. L'homme la Kokina, Congo Brazzaville, Bernard Kokina, Congo Brazzaville. Ah, Katapuri la Barça Kakade, Dafinati Oulu à Châteauroux. Chine Iboué, le chef d'entreprise à Orléans, Association Les